Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Notre invité s'appelle Lambert Noël Mata, c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Exactement. C'est le ministère le plus regardé quand il y a la politique dans oui, notre quand pays. il s'agit des questions en rapport avec la politique, il s'agit de l'organisation des meetings pour pouvoir encadrer ces mouvements-là, mais également pour le processus électoral, parce que c'est un des démembrements chargés de l'organisation des élections dans notre pays. Donc c'est pour cela qu'on a décidé aujourd'hui d'avoir monsieur Lambert Noël Mata, qui a bien nous a donné, enfin qui nous a fait le privilège de venir également, parce que c'est pas quelqu'un qu'on rencontre beaucoup dans les médias. Déjà, c'est quelque chose d'assez important à souligner. Ensuite, évidemment, le thème sur lequel nous allons débattre porte évidemment sur le processus électoral. Le processus et on va également aborder la question sur évidemment la sécurisation des votes, donc en rapport avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la question de la régularité des élections. D'accord, n'oubliez pas que vous nous regardez sur Télé Africa. Monsieur Mata, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère dans lequel vous travaillez depuis combien de temps? Un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. C'est quoi exactement votre travail chaque matin quand vous allez au bureau? Le secrétaire général assure la coordination de l'ensemble des services du ministère qui sont placés sous sa responsabilité, à savoir les différentes directions générales. Les missions du ministère de l'Intérieur se confondent avec celles de l'ensemble du pays. Ces chevaux se confondent. Le ministère s'occupe de la gestion du territoire. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire national. Nous occupons de la protection des biens et des personnes, de la tutelle des collectivités locales, des élections, qui est un point important, assez passionné et passionnel. Et également la protection civile, les frontières, un ensemble de missions qui font en sorte que chaque matin, on ne puisse pas chômer. D'accord. Donc vous gérez aussi la police? La police est rattachée directement au cabinet du ministre de l'Intérieur. D'accord. Pourquoi c'est chez vous qu'on légalise les partis et les associations? Pourquoi c'est au ministère de l'Intérieur? Il y a donc dans les missions qui sont celles du ministère de l'Intérieur, la gestion des libertés. Et donc les questions d'association relèvent donc de ce département. C'est à ce titre que nous connaissons ces questions. Donc les associations à caractère politique ou non politique. Et ce sont des missions qui sont clairement définies dans les attributions du ministère de l'Intérieur. Les églises aussi? Les églises également participent du mouvement associatif. D'accord. Monsieur le secrétaire général, on va parler, donc, comme Mosley l'a dit ce matin, de l'électorat, de processus électoral. Et la transparence. L'histoire du code électoral. On a un code électoral au Gabon depuis quand? Depuis qu'il existe des élections. Même à l'époque de Léon Mbaye, il y avait déjà le code électoral. Tout à fait, mais les différentes élections qui se produisaient étaient régies par des textes électoraux. Est-ce que celui qu'on a aujourd'hui date de cette époque-là? Non, naturellement non. J'aimerais pouvoir indiquer ici que le code électoral qui a cours dans notre pays depuis 1994 est l'émanation des acteurs politiques eux-mêmes. C'est-à-dire les hommes politiques. Ce texte n'a pas été écrit par l'exécutif ni par le Parlement. Donc ce sont les acteurs du jeu, ce sont les politiques eux-mêmes. Des deux camps? Des deux camps. À l'issue des accords célèbres, donc les accords de Paris, qui, entre autres questions qui ont été débattues à Paris, questions économiques, politiques, sociales et culturelles, il y a eu la question sur la transparence électorale. Donc ce sont des acteurs politiques eux-mêmes qui ont rédigé le code électoral sur les bords de la Seine. Et c'est ce code électoral qui, au gré des différentes assises entre la classe politique gabonaise de 1996 jusqu'à ce jour, qui est enrichi d'éléments nouveaux tendant au renforcement de la transparence, tendant donc à la crédibilité de nos élections. Alors, quelles sont les missions dévolues dans l'organisation, du moins dans le processus électoral au ministère de l'Intérieur à proprement parler? Alors, le processus électoral s'articule autour de 3 grands axes. Il y a ce qu'on appelle les opérations préélectorales, les élections électorales et le contentieux. Il y a donc 3 axes. Le département de l'Intérieur est intéressé par
le premier axe, la première phase, qui consiste uniquement dans les opérations préélectorales, qui sont les opérations qui sont faites en amont. C'est quoi les opérations préélectorales? C'est notamment l'établissement de la liste électorale, du fichier électoral. C'est la commande du matériel électoral. Et ces missions, le ministère de l'Intérieur les accomplit en partenariat avec la CENAP, qui est la Commission électorale nationale autonome et permanente, et avec les partis politiques. Donc retenez, j'ai dit à l'entame de mon propos que ce code a été écrit par les acteurs politiques eux-mêmes. La conséquence, c'est qu'on les retrouve à chacune des étapes du processus électoral. Donc c'est le code électoral écrit par les acteurs politiques eux-mêmes qui définit un peu comment les élections vont se passer. C'est cela que je dis. C'est le code électoral là qui donne le pouvoir au ministère de l'Intérieur pour organiser ces élections. C'est cela. D'accord. Donc c'est le code électoral qui définit le processus même le jour de l'élection. Le code électoral, c'est la Bible ou le Coran des élections. Donc comment se fait-il que une norme qui a cette valeur et ce pouvoir ne soit pas l'émanation des institutions normalement régies pour le faire, genre l'Assemblée nationale ou l'exécutif? Non, je disais que dans l'élaboration a été faite par les acteurs politiques. Mais pour que ces recommandations politiques puissent être actées, on a suivi un processus normal qui était celui du référendum en 1995. Donc le peuple s'est prononcé favorablement pour ces questions politiques, sociales et culturelles. Et cela a été formalisé par un texte qui a été examiné naturellement par l'Assemblée nationale de l'époque et qui a été promulgué. Et ce texte, le texte principal, porte le numéro 7/96 du 12 mars 1996. Il a été écrit par les politiques, mais il a été adopté et promulgué par le chef de l'État. D'accord. Alors nous, on se retrouve dans une phase où, évidemment, nous voulons faire un monde de pédagogie pour que ceux qui nous écoutent aient au moins une meilleure lecture des responsabilités du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'élection. Mais vous avez dit que le ministère se préoccupe beaucoup plus des opérations préélectorales. Mais on voit souvent quand il y a les délibérations après le vote, les gouverneurs qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur procéder à la proclamation. Alors, on va commencer par le commencement. D'accord. Pour qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait une liste électorale. Sans liste électorale, il n'y a pas d'élection. Donc la liste électorale, elle est conçue, elle est faite par le ministère de l'Intérieur. C'est sa mission majeure. Et comment est-ce que cette liste est élaborée, elle est conçue? Le code électoral dispose lui-même la période à laquelle se déroule l'inscription ou alors l'enrôlement, pendant 45 jours. Donc des commissions d'enrôlement sont mises en place sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne les élections des députés à l'Assemblée nationale, des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Et lorsqu'il y a une élection présidentielle, des commissions d'enrôlement sont mises également en place à l'étranger, notamment dans les différentes représentations diplomatiques et consulaires. Alors, quelle est la composition de ces commissions? N'oubliez pas que je vous ai dit en temps de mon propos que les politiques ont élaboré ce texte, donc ils vont s'y trouver à chacune des étapes du processus électoral, notamment pour les deux premières, la phase préélectorale et la phase électorale, le contentieux relevant naturellement de la Cour constitutionnelle. Donc des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chacune des unités administratives de notre pays. Elles sont présidées par l'administration, par le ministère de l'Intérieur, dans les différents démembrements locaux. Elles comprennent des représentants de la CENAP et des représentants des partis politiques. Donc ces commissions d'enrôlement constituent, on va dire, l'exécutif qui préside aux opérations proprement dites d'enrôlement sur le terrain. Parce que les opérations d'enrôlement sont faites par les techniciens, par le biais des ordinateurs, des kits d'enrôlement. Donc ça, c'est la configuration. Donc ce sont ces équipes-là qui, pendant 45 jours, se mettent sur l'ensemble du territoire national et enregistrent les Gabonais en âge de voter. Parce que là aussi, on n'enregistre pas tous les Gabonais. Quel est l'âge légal? L'âge légal, c'est 18 ans révolus. Très bien. Donc il faut être citoyen gabonais, vous jouissez de vos droits civiques et politiques, et il y a des pièces pour pouvoir s'inscrire. Donc, c'est ce travail que fait le ministère de l'Intérieur pendant 45 jours. Donc les données sont collectées sur l'ensemble du territoire national. Avant, ce travail se faisait sur la base des carnets d'inscription. J'en ai amené un ici pour vous le montrer, celui-là.
C'est donc à l'aide de... Ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube et à la télé, ils vont voir le carnet d'inscription. Nous, à la radio, on veut voir ça. Vous ne pouvez qu'entendre. D'accord, donc c'est comme ça c'est comme ça que les inscriptions se faisaient avant l'introduction de l'informatique. La biométrie. D'accord. Comment on part de là à la biométrie? Comment on part du carnet d'inscription à la biométrie? Et qu'est-ce qui suscite ce changement? Alors, ce sont des récriminations, on va dire, récurrentes, qui sont faites sur la qualité de la liste électorale, sur son prétendu gonflement, sur les différentes aspérités qu'elle pouvait comporter. Autant de choses qui ont conduit les acteurs politiques en 2006 à envisager un nouveau processus d'inscription des citoyens gabonais. Donc la biométrie s'invite dans le discours politique gabonais en 2006 et du fait du président Pierre Mamboundou. Donc, par le biais de la biométrie, les acteurs politiques visaient à fiabiliser la liste électorale. C'est-à-dire que, quel que soit le nombre de fois où vous inscrivez, vous ne vous retrouvez qu'une fois. Alors, c'est quoi la biométrie? La biométrie, c'est un ensemble de techniques qui visent à déterminer de manière irréfutable l'identité d'une personne à partir de ses caractéristiques propres, ses empreintes et ses traits du visage. Donc ça, c'est l'innovation majeure introduite par les acteurs politiques eux-mêmes dans les règles du jeu. Est-ce que ça vous sous-entend que la photo, parce que vous parlez de traits du visage, ça sous-entend la photo, n'existait pas sur les anciennes cartes? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc ça peut être considéré comme une avancée énorme, un saut qualitatif que nous avons fait en matière d'élaboration de la liste électorale. Très bien. Alors, en dehors de l'introduction de ces caractères personnels, quelles sont les autres évolutions qui ont été apportées à la confection du fichier ou de la liste électorale? Il faut dire qu'entre 1996 et 2013, il y a eu plusieurs réunions des acteurs politiques et à chacune d'elles, des modifications notables ont été apportées pour rendre notre processus électoral de plus en plus transparent, crédible et sécurisé en ce qui concerne le vote. Je vous ai indiqué tout à l'heure les efforts qui ont été consentis pour fiabiliser la liste électorale, qui est l'élément central d'une élection. Mais en dehors de la liste, il y a d'autres éléments, notamment les bulletins, les procès-verbaux. Et là aussi, en 2006, il y a eu une innovation en ce qui concerne les enveloppes. Donc avant 2006, on avait ce modèle. Donc une enveloppe, on va dire, normale. Et en 2006, a été donc élaborée un lot d'enveloppes dites accolées. Donc accolées. Dessus, on a un côté poubelle et un côté vote. Voilà. Alors, le côté vote, c'est la partie blanche de l'enveloppe et le côté poubelle, c'est la partie sombre, noire. Permettez que je m'arrête un instant pour expliquer comment on a fait pour aboutir à cela. Souvent, les acteurs politiques, les candidats ou les électeurs se livraient, on va dire, pas souvent, à une espèce de marchandage qui faisait en sorte que le vote n'était pas confidentiel. Parce que pour arriver qu'un candidat, pour être sûr qu'il a été voté, demande à ses électeurs, entre guillemets, de lui faire la preuve de cela. Donc, ces électeurs lui portaient les bulletins des autres candidats pour matérialiser qu'ils ont réellement voté pour lui. Ou alors, ce sont les électeurs qui allaient vers donc, les politiques pour leur dire que moi, j'ai voté pour vous, voilà les bulletins de vos adversaires. Mais ça, la sincérité du vote n'était plus de mise. Donc en 2006, la poubelle va être supprimée et pour faire place à ce lot d'enveloppes accolées, ce qui fait que lorsque l'électeur se retrouve dans l'isoloir, le bulletin de son candidat, il introduit dans la partie blanche de l'enveloppe où c'est marqué vote et les autres bulletins des autres candidats sont introduits dans la partie noire de l'enveloppe, écrit poubelle.
Qu'est-ce qui se passe? Ce qui matérialise la confidentialité, qui prouve la confidentialité du vote. On ne sait pas pour qui vous avez voté, parce qu'un vote, c'est secret. Qu'est-ce qui se passe si, en allant voter, je ne mets pas les candidats pour lesquels je ne vote pas dans la poubelle, par exemple, et que lors du dépouillement, il n'y a rien dans la poubelle parce que je suis sortie avec? Non. Finalement, avec cette enveloppe à coller, tout le monde est obligé de voter. Parce qu'il n'y a plus rien dans la poubelle. La poubelle, cette corbeille où on jetait les bulletins des adversaires. Or, ce lot d'enveloppe à coller, que vous ayez voté pour quelqu'un ou pas, vous êtes tenu de le mettre dans l'urne. Oui. Parce que si vous avez une enveloppe à coller avec vous, ce que vous avez fait votre entrée dans un bureau de vote et que les scrutateurs vous ont remis et les bulletins et l'enveloppe à coller. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas été dans un bureau de vote. Et donc, lorsque vous sortez de l'isoloir, vous êtes tenu de jeter cette enveloppe, l'enveloppe dans l'urne. Et si par l'extraordinaire, on venait à faire valoir notre vote en mettant le bulletin choisi dans la partie considérée et que les autres bulletins qui sont censés être dans la poubelle, l'enveloppe à coller, on ne le retrouve pas. Dans la poche. Alors, à la fin des opérations de vote, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. C'est que lorsque le président du bureau de vote consacre la fin des opérations, on renverse tout le contenu de l'urne sur une table pour ceux qui ont fait office. On commence par s'assurer que le nombre d'enveloppes à coller est identique au nombre d'émargements, donc aux électeurs qui ont voté et qui ont signé. Première chose. Deuxième chose, on ouvre chacun des lots de ces enveloppes et on procède au décompte des bulletins. L'élection présidentielle, nous le savons déjà, a 14 candidats. Il faudrait qu'on retrouve 14 bulletins dans chacun des lots d'enveloppes à coller. Et là, première chose à faire, on s'assure que les 14 sont dans la partie blanche et les 13 autres dans la partie noire. S'il se trouve qu'il n'y a dans la partie blanche aucun bulletin ou plus d'un bulletin, ce vote est déclaré blanc ou nul. Donc il y a un travail harassant qui se fait à la fin du vote. On met de côté les bulletins blancs et nuls pour ne retenir que les bulletins où le suffrage est réellement exprimé. Voilà pourquoi on dit votant, inscrit tant, votant tant, bulletin blanc nul tant, suffrage exprimé. Donc, c'est à partir des suffrages qui sont réellement exprimés que se fait le décompte des voix pour chacun des électeurs. Je vais encore reprendre. Si le suffrage est correctement exprimé et que dans la partie poubelle, on ne retrouve pas les 13 autres enveloppes. Cette enveloppe, c'est nul. Donc le vote n'est pas valide. Non, il faut insister là-dessus. Parce que parfois, tu ne vas pas l'aider si tu sors avec. voilà. Monsieur le secrétaire général, pourquoi alors notre pays va à la énième élection, donc ces enveloppes existent depuis 2006. Les Gabonais savent comment on les utilise. Il y a de nouveaux électeurs. Il y a de nouveaux électeurs. Il y a des nouveaux. Mais cette émission et beaucoup d'autres qui arriveront permettront aux gens d'être réellement sensibilisés sur ce paramètre. Monsieur le secrétaire général, si le processus électoral non seulement est élaboré par les acteurs eux-mêmes, est aussi bien structuré, pourquoi il y a souvent des revendications, des suspicions de tricherie, alors que tout le monde participe? D'ailleurs, il y a d'abord des suspicions sur les personnes désignées pour gouverner la période électorale. On ne va pas changer l'administration chaque fois qu'il y a une élection. L'administration, elle est pérenne. L'élection, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, c'est un pan, on va dire infime, de toutes les missions dont elle a la compétence. Et il n'y a pas d'élection chaque année. Nous savons qu'il y a une échéance fixée par les textes en vigueur, tous les 7 ans pour l'élection présidentielle, tous les 5 ans pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et les membres des conseils municipaux et départementaux, tous les 6 ans pour les sénateurs. Donc, cette administration qui est mise en place, on ne va pas la balayer pour en changer parce qu'il y a une élection. Et je crois aussi que les acteurs politiques, souvent, envoient quasiment les mêmes personnes. Très bien. Alors, moi, je veux qu'on comprenne. Dans un bureau de vote, il y a l'urne.
permettez qu'on boucle. Je crois que là, on a fait un chevauchement. On est parti des missions préélectorales qui relèvent directement du ministère de l'Intérieur aux opérations qui relèvent de la Sénap. Ah, d'accord. Les opérations relèvent de la Sénap. Alors, l'élection proprement dite, elle est organisée par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Il y a donc 2 organes au Gabon qui s'occupent du processus électoral. Il y a l'administration à travers le ministère de l'Intérieur et il y a la Sénap. L'administration s'occupe des opérations dites en amont, à savoir l'élaboration de la liste électorale, la commande du matériel électoral, c'est-à-dire les urnes, les isoloirs, les cachets d'acteurs à voter, ainsi de suite, et l'encre indélébile. La Sénap, elle administre et gère le scrutin de l'élection. Donc, elle élabore un calendrier qui fixe les règles du jeu à ce niveau-là. Donc, les candidatures, donc le retrait des candidatures, le dépôt des candidatures, donc les dates limites, la propagande électorale, c'est-à-dire la campagne électorale, c'est elle qui fixe. C'est elle qui fixe également la date du scrutin. Le gouvernement ne fait que entériner ce qui lui est transmis par la Sénap. D'accord. La Sénap. Donc, c'est la Sénap qui organise le scrutin. Et qui organise le scrutin depuis qu'elle a été créée et sa dévancière qui est la CNU. Donc, la question que vous posez par rapport au vote, ainsi de suite, relève directement de la Sénap. Les scrutateurs. C'est quoi les scrutateurs? Les scrutateurs, ce sont ces membres d'un bureau de vote. Pour l'élection qui aura lieu dans quelques semaines, il y a 2580 bureaux de vote. Comment ils sont choisis? 2502 sur l'ensemble du territoire national et 118 à l'étranger. Comment ils sont choisis, les scrutateurs? Je vais arriver. Donc, les bureaux de vote sont établis principalement dans les établissements secondaires, établissements primaires, ainsi de suite, dans les écoles. Comment sont-ils choisis? Alors, il y a 5 membres de bureau de vote. Le président du bureau de vote, donc les 2580 présidents, vont être choisis par les commissions électorales locales ou consulaires. Donc, les présidents, leur nomination relève de ces organes. Les autres membres, les 4 autres, les 2 vice-présidents, majorité et opposition, et les 2 assesseurs, majorité et opposition, sont choisis par les différents camps et regroupements politiques. Et enfin, un 6e membre du bureau de vote, c'est le secrétaire. Donc, c'est l'électeur qui est, on va dire, sanctionné entre guillemets, parce qu'il est arrivé très tôt au bureau de vote, venez, on vous prend pour servir de secrétaire de séance. Mais ce secrétaire est choisi par les membres du bureau de vote, par le bureau. Donc, un bureau de vote compte 6 personnes. Lorsque le citoyen arrive dans un bureau de vote, lorsqu'il fait son entrée dans un bureau de vote, il se présente chez le 2e vice-président du bureau de vote, qui lui détient la liste électorale. On vérifie si votre nom, malgré le fait qu'il était affiché à l'extérieur, y figure. Le président prend votre carte d'électeur, vérifie la carte d'électeur et transmet la carte d'électeur au premier assesseur. Vérifie. Vous allez voter, vous revenez. Le président masque l'ouverture de l'urne. Quand vous êtes dans... Et au moment de voter, il démasque et il vote. On vérifie donc votre carte d'électeur. Et le 2e assesseur, lui, appose le cachet, donc le timbre, sur votre carte d'électeur. Tandis que le premier vous oint donc le doigt avec l'encre indélébile. Et puis après, vous signez la liste d'émargement. Donc tout ceci se fait au vu et au su de tout le monde, parce que l'urne est déposée en plein milieu de la salle. Donc, il ne peut pas avoir d'impair en ce qui concerne cette action. Donc, ça se déroule devant tout le monde. Parlons de biométrie. À quel niveau du circuit de vote, l'informatique, l'ordinateur intervient? Puisqu'on signe toujours, on a toujours l'encre indélébile et tout ça. Alors, la biométrie, elle, intervient dans le processus d'élaboration de la liste électorale. Donc, la liste électorale. Donc, sont recueillis non seulement vos empreintes et une photographie, mais également
les éléments liés à votre état civil, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre profession, votre résidence, et aussi les noms de vos ascendants, père et mère. Ces éléments sont conservés dans ce qu'on appelle le fichier électoral, parce que sur la liste électorale, il n'y a que votre nom, votre prénom, et l'innovation qui est partie de la biométrie, c'est la photographie qui a désormais sur la liste électorale, et la même photo se retrouve sur la carte d'électeur. D'accord. Ça, c'est clair, ça. Donc, tous ceux qui vont accomplir leur devoir civique, qui sont inscrits, ils ont leur photo, la même photo que l'on retrouve sur la liste électorale, on la retrouve également sur la carte d'électeur. Donc, il peut y avoir de confusion à ce niveau. Mais si c'est tellement bien établi, pourquoi souvent on dit qu'il y a la tricherie aux élections? Je ne saurais répondre à cette question. Parce que pour qu'il y ait tricherie, il faudrait donc que vous puissiez mouiller, excusez-moi le terme, l'ensemble des scrutateurs jusqu'à... permettez que vous voulez dire corrompre? Je vais en arriver. D'accord. Parce que là, on a évoqué des éléments de transparence introduits dans le code électoral chaque fois qu'il y a des rencontres entre les acteurs politiques. En 2006, on relève cette année parce qu'en 2006, il y a eu beaucoup d'avancées. En dehors donc de l'enveloppe à coller, en 2006, autre élément nouveau, c'est la remise des procès-verbaux à chaque représentant de candidat. Le procès-verbal de chaque bureau de vote. Cela aussi n'était pas de mise avant 2006. Avant 2006, ces procès-verbaux étaient l'apanage de la CENAP et de la Cour constitutionnelle. Depuis donc 2006, les procès-verbaux de cette modification, les procès-verbaux des bureaux de vote. Pour être plus concret, on a 2580 bureaux de vote en 2016, élection présidentielle. 2580. Les 14 candidats auront chacun un représentant dans chaque bureau de vote, ce qui nous fait un peu plus de 32 000 personnes. Ils auront combien de représentants? Un candidat dans chaque bureau de vote. Puisqu'il y a 2580 2500 fois donc, chacun 14. des 14 aura un représentant dans chacun des 2000. Ça fait 36 120 personnes. Exact. 36 000. 120. Auquel il faut ajouter les scrutateurs, donc les 6 personnes, voilà. le président, les 2 vice-présidents, les assesseurs et le secrétaire. Voilà les témoins des opérations électorales. Alors, c'est quoi l'importance de cette pièce maîtresse? Le procès-verbal, ce document qui retrace l'exactitude des opérations de vote dans un bureau de vote. Dans ce procès-verbal, il y a inscrit le nombre d'inscrits, donc de votants, les suffrages exprimés, les bulletins blancs nuls, et les suffrages obtenus par chacun des candidats. Ils sont également mentionnés les incidents, s'il y a eu incident. Et ces procès-verbaux sont élaborés après l'annonce des résultats par le président du bureau de vote. Les résultats sont souvent transcrits sur un tableau, et ce sont ces résultats qui sont au tableau, qui sont retranscrits par le secrétaire. Donc, en dehors de 7 procès-verbaux réglementaires, vont s'ajouter les 14 autres correspondant au nombre de candidats. Donc, le secrétaire, il va se taper près de 21 procès-verbaux à la fin des opérations. Manuscrit. Et souvent, il suffit que quelqu'un soit aidé par un des assesseurs et qu'on trouve que la calligraphie est différente pour qu'on crée la suspicion légitime. Non. Donc, il va se taper tous ces 21 procès-verbaux. Et ces procès-verbaux, en dehors de cette réglementaire, les 14 vont être remis à chacun des représentants des 14 candidats. Donc, pour qu'il y ait tricherie, il faut que ces procès-verbaux soient tronqués. C'est-à-dire qu'il faut un miracle pour qu'un individu puisse l'échanger en un temps record et que les représentants des candidats se laissent faire. Ce n'est pas possible. Ça se relève du miracle. Et autre innovation en 2006, c'est l'authentification des bulletins de vote. Je disais tout à l'heure
que avant 2006, il y a une espèce de marchandage, c'était pas général, qui pouvait exister, où on demandait portez-moi les bulletins de mes adversaires pour que je sache que vous avez voté pour moi. Maintenant, avec l'enveloppe à coller, les enveloppes à coller, ça n'existe plus. Mais pour éviter également le bourrage des urnes, vous savez, les acteurs politiques, je crois, en fixant eux-mêmes les règles du jeu, ils s'inspirent du vécu. Hein. Donc, pour qu'un bulletin soit valide, il faut qu'il soit authentifié par le président du bureau de vote et par les deux assesseurs. Les deux assesseurs appartiennent à des camps politiques. Opposition, majorité. Donc, à mon avis, ceux qui crient à la fraude, en ce qui me concerne, ça relève d'une vue de l'esprit. Donc, en fait, Parce qu'avec cet arsenal, je me demande comment on peut réellement tronquer les bulletins, les procès-verbaux. Si pendant le transport, parce que je pense à un auditeur qui envoie la question, si pendant le transport de l'urne, l'urne est bourrée, à ce moment, les procès-verbaux peuvent être utilisés pour justifier le bourrage de l'urne. Alors, le convoyage des urnes. Évidemment, la SNAP ne dispose pas des moyens logistiques exponentiels, mais l'on sait que aujourd'hui, avec les moyens sophistiqués que nous avons, les INTIC, rien n'interdit qu'un électeur. Vous savez que le dépouillement, il est public. Donc, les électeurs sont aux abords des bureaux de vote, les fenêtres sont ouvertes et tout le monde regarde le dépouillement des votes. Les résultats sont mis au tableau. Les procès-verbaux sont remis à chacun des représentants des candidats. Chacun peut les filmer à l'aide de son téléphone portable. Il y a quelques années, en 2011, je crois que un procès-verbal qui a été tronqué, la supercherie a été vite constatée. Donc, cette dame qui a été élue dans le 3e arrondissement de Libreville s'est vue rétablir dans ses droits. Donc, il n'est pas possible, à mon avis, pour rester sur votre cas de figure, de pouvoir changer les résultats, même lors du convoyage. Parce que le convoyage est une action postérieure à la remise des procès-verbaux. Donc, tout le monde a déjà le procès-verbal du bureau de vote. Donc, s'il vous vient l'idée d'en changer pendant le transport, vous changez donc les 7 procès-verbaux réglementaires, alors que tout le monde a déjà les procès-verbaux issus réellement de l'opération de vote. Pas possible. Si c'est aussi clair, pourquoi nous avons donc besoin des observateurs internationaux? Nous n'avons rien à cacher. Et ne pensons pas que la présence de ces messieurs et dames sur notre territoire national est le fait uniquement de cette élection. Il y a une loi, il y a un décret qui réglemente l'activité des observateurs internationaux qui date de 1998. On était loin de penser que nous arriverons à ce cas de figure aujourd'hui. Donc c'est le gouvernement lui-même qui, pour des raisons de transparence, a voulu également que nos élections soient observées par l'extérieur. Et en ce moment, nous avons sur le territoire national des délégations de l'Union européenne, du NDI, National Democratic Institute, de la CAC, de l'Union africaine, de l'UIF. Donc autant d'organismes, d'organisations, y compris également des observateurs indépendants qui sont là pour observer le processus électoral. Étant donné que nous parlons évidemment des cas de fraude, de tripatouage et consorts, évidemment il y a une situation qui est souvent décriée par les acteurs politiques, notamment de l'opposition, notamment le tripatouage de la liste électorale. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, puisque on constate que souvent le reproche qui est fait, c'est les doublons. C'est des questions en rapport avec le fait que parfois on ne tienne pas compte des nouveaux enrôlés. On préfère souvent imprimer l'ancienne liste que de renouveler la liste. Non. La liste électorale, elle est permanente. Ça signifie que... Certains disent que la liste, le nombre des inscrits est supérieur à la population de la localité. On va y arriver. La liste électorale, elle est permanente. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Elle s'enrichit des nouvelles inscriptions et également on la déleste des inputs, donc des décédés. Et en temps, il y a les changements de résidence.
quand vous inscrivez une seule fois. Vous n'avez plus besoin, chaque fois qu'il y a une révision, d'aller vers l'administration, vers les commissions d'enrôlement. Sauf si vous changez de résidence. Avant, vous devez vous déplacer pour aller dans votre nouveau lieu de résidence en vous munissant préalablement d'un certificat de radiation. Aujourd'hui, vous êtes inscrit, il y a un document qui vous est remis où on procède au changement de résidence. Donc, ça veut dire que vous ne bougez pas. On pousse un bouton et ce bouton vous met dans votre nouvelle résidence. Alors, j'arrive aux inscriptions. L'inscription, elle est individuelle, personnelle, elle est volontaire. Donc, l'inscription n'est pas obligatoire au Gabon, tout comme le vote. Pas obligatoire. C'est une opération civique. Vous voulez vous inscrire, vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. La biométrie, c'est cette solution miracle que les acteurs politiques eux-mêmes ont trouvé pour fiabiliser la liste électorale. Et depuis 2013, donc, date de l'élaboration de la première liste électorale par le biais de cette technologie, je n'ai pas enregistré une seule récrimination de qui que ce soit sur la qualité de la liste électorale ou sur la présence de doublons ou d'inscriptions multiples sur cette liste. Mais à ce qu'on dit, on se retrouvait dans des postures où il y a des gens. Mais je ne me fie parfois pas à ce que l'on dit. Moi, je dis ce que je vois, ce que je sais. Et pendant l'enrôlement, tous les camps politiques sont présents. Mais la CENAP, les représentants des partis politiques, et ainsi de suite. Est-ce que la confession... Et les listes sont affichées plusieurs mois avant, pendant 45 jours. Est-ce que pendant la période de révision, elles sont également affichées comme maintenant par les membres locaux de la CENAP, invitant les uns et les autres à aller s'assurer où ils sont inscrits, dans quel endroit ils sont inscrits. Est-ce que la liste électorale tient souvent compte de la démographie d'une localité, la confection de la liste? Poser clairement la question. Parce que ce sera certainement le débat à venir, dans la mesure où on a vu le candidat Raymond Donsima qui allait déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle sur la base d'une analyse qui a été faite par un spécialiste. La population actuelle de notre pays est de 1 800 000 habitants, en y incluant sûrement... Pour une population électorale de combien à peu près? Pour 628 124. Donc le tiers. Naturellement, il y a des étrangers dans la population. Il y a les enfants. Non. La liste électorale, elle, ne comporte que les Gabonais en âge de voter. De 18 ans évoluent à N années. Très bien. Alors, mais on retrouve aujourd'hui dans cette analyse dont je faisais état tout à l'heure. Donc, il peut arriver, je crois, c'est le code électoral gabonais qui le veut. Voici des personnes qui écrivent le code électoral, qui chaque fois crient au gonflement de la population électorale dans certaines localités. Mais quand ils se retrouvent, personne ne remet en cause cet article. C'est le fameux article 48 ou article 52 avant, en 96. Qui dit quoi? Qu'un Gabonais qui joue de ses droits civils et politiques et qui a 18 ans révolu peut s'inscrire à son lieu de résidence pour qu'il soit né ou qu'il ait des parents ou qu'il ait des intérêts économiques et financiers. Familiaux, économiques et familiaux. La question qu'en tant que technicien je me pose souvent, est-ce que la loi électorale, elle est au-dessus de la Constitution qui consacre la liberté d'aller et venir des citoyens sur leur territoire national? Ça me semble pas être une aberration. Alors, pourquoi cet article n'est pas abrogé? Parce qu'il y a à boire et à manger. C'est la question que c'est ceux qui ont le plus de moyens qui transportent les électeurs vers les centres urbains pour les amener vers les centres ruraux, ainsi de suite. Et puis nous savons tous que les Gabonais ont plusieurs résidences principales, résidences secondaires. Il y a un phénomène à cela, en ce qui concerne cette année. Le ministère de l'Intérieur, avant donc la période de révision de janvier à mars, a indiqué qu'entre les deux scrutins, entre l'élection présidentielle et l'élection des députés à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de révision. On a donc demandé aux uns et aux autres d'aller s'inscrire là où ils pensent également voter pour leurs députés. Ce qui peut expliquer ce flux des populations de Libreville vers l'intérieur du pays. C'est le deuxième élément. Si on veut mettre fin à cette transhumance, il faut revoir la Constitution, donc dire aux Gabonais qui n'ont pas le droit d'aller et venir sur leur territoire national.
C'est tout. Donc en fait, ça ne change rien parce que si je suis gabonaise par exemple et que je m'inscris à Libreville et ensuite je vais aller Bamba, je ne pourrais pas m'inscrire vu qu'il y a la biométrie, je ne peux pas être inscrite dans deux endroits différents. Donc ce sera une personne au moins à Libreville et une personne en plus à Bamba. Vous pouvez vous inscrire plusieurs fois. Avec les outils que nous avons, nous vous retrouverons et le code électoral dispose que si quelqu'un s'inscrit plus d'une fois, il est retenu au lieu de sa première résidence. Si vous inscrivez à Libreville et que vous allez également à Libamba, c'est normal que si vous allez à Libamba, vous ne retrouvez pas votre nom parce que votre nom est à Libreville. Mais monsieur Mata, il y a quand même des gens qui sont suffisamment malins. Oui. Ils peuvent modifier quelques lettres dans leur nom et l'ordinateur ne pourra pas facilement les détecter. On peut penser que cela a eu cours avant l'introduction de la biométrie. Où Mata avec TH et Mata sans H, c'est deux personnes différentes. Mais Mata ne changera pas les empreintes des 10 doigts et c'est très physique de son visage, c'est pas possible. À ce moment-là, est-ce qu'on peut vous êtes poursuivable? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai déjà vu des cas dans ce sens. Inscription frauduleuse comme inscription multiple devrait être sanctionnée. Est-ce que ça a déjà été fait? Il y a eu une jurisprudence là-dessus? Non, pour l'instant non. C'est pour cela que ceux-là qui crient sur les inscriptions multiples et fraudes devaient apporter la preuve. Monsieur Matin, mais l'opposition vous indexe souvent comme un maître d'orchestre dans... Ah ouais. Dites-le, tripatouilleur. Dans le tripatouillage. Vous savez, moi je pense... Vous et le ministère en général. Vous savez, moi je pense ça comme un compliment. Parce qu'on me donne des aptitudes qu'aucun être humain peut avoir. Je ne suis ni leader d'opinion, ni un gourou pour influencer sur le vote des milliers de Gabonais. Comprenez. Et personne, vous savez, ma longévité au ministère de l'Intérieur a fait que je côtoie l'ensemble un peu des acteurs politiques de ce pays. Et c'est quand même curieux que personne de camps politiques n'ait fait la preuve, n'ait apporté la preuve des opérations, on va dire, irrépréhensibles dont je serais l'auteur. Pas possible. Peut-être pas vous. Mais moi je pense ça comme un compliment. Mais peut-être pas vous, mais quand on moi je parle également de toute la machine qui a derrière. Mais on a eu quand même récemment les faits du ministre de l'Intérieur qui ont été rapportés disant que tant qu'il serait ministre de l'actuel, par contre Moubele, tant qu'il serait ministre de l'Intérieur, évidemment, il n'y aura jamais de passage d'un opposant à la tête de l'État. C'était sur la place publique. Vous pensez le ministre de l'Intérieur capable de tels propos? Mais ça a été rapporté sur la place publique. Personne n'en a fait la preuve. Donnez-moi un enregistrement de suite. Était-ce à une interview filmée? Pas du tout. Non. Monsieur le secrétaire général, il y a une innovation dans le processus électoral cette année. L'Union européenne a signé un protocole d'accord avec le gouvernement. À titre personnel, en tant que technicien, je pourrais recuser ce type d'agreement. Parce qu'il y a un texte chez nous, dans notre pays, qui réglemente l'activité, l'observation des élections. Ceux qui sont intéressés en font la demande ou sont invités. Et ce texte est suffisamment clair sur les activités, sur les missions des observateurs internationaux. L'Union européenne a voulu, sur mon texte singularisé, et a signé ce protocole d'accord, qui, à mon avis, n'apporte rien de nouveau par rapport au texte écrit par le législateur gabonais. Est-ce que ce n'est pas lié aux suspicions dont on parlait tout à l'heure? Vous savez, qu'on ait fait le siège de Genève ou de Bruxelles en pensant que l'élection serait tronquée, vous savez, l'observation participe de la transparence de l'élection dans un pays. Donc ceux qui l'ont écrit en 1998 avaient accord déjà d'instaurer la transparence dans tout ce que nous faisons. Je suis heureux de constater qu'il y a sur le territoire national missions, ce qui montre l'intérêt que notre pays suscite à l'extérieur et dire la place que notre pays a sur l'échiquier international. Pour moi, c'est un motif de satisfaction qu'il y ait autant de personnes qui viennent observer notre élection. Ce qui montre que le gouvernement n'a rien à cacher. Et je vous dirais que l'Union européenne est au Gabon à l'initiative du gouvernement gabonais. Est-ce que le ministère de l'Intérieur, à travers ses démembrements qui ont quand même responsable dans la proclamation des élections, aura l'honnêteté de dire le suffrage exprimé réellement?
Et c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit. À travers les gouverneurs et les préfets. Alors, nous sommes dans la dernière phase des opérations électorales conduites par la CENAP. Alors, il faut que je m'explique. Pour qu'on comprenne bien que le ministère de l'Intérieur n'organise aucun scrutin dans notre pays. Ce qu'il fait, c'est qu'il élabore la liste électorale en partenariat avec la CENAP et les partis politiques. Le ministère de l'Intérieur commande le matériel électoral qui met à la disposition de la CENAP. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense assurent, à travers leurs agents, à la sécurité des bureaux de vote et au convoyage des urnes. Alors, comment interviennent le ministre de l'Intérieur et ses représentants sur le plan local dans la chaîne d'annonce des résultats? Là aussi, ce sont les acteurs politiques qui l'ont eux-mêmes écrit noir sur blanc. Lorsque l'élection est terminée dans une circonscription électorale donnée, c'est-à-dire tous les procès-verbaux sont convoyés vers le siège de la commission électorale locale, les membres de cette commission, qui sont composés à parité, majorité et opposition, tiennent une plénière pour consolider les résultats, c'est-à-dire faire le décompte, la centralisation des résultats à partir des procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote de cette section ou circonscription électorale. Ils y élaborent un procès-verbal de centralisation des résultats, là aussi. Et quand ce procès-verbal est élaboré, généralement vers 23h, 1h, 2h du matin, on va réveiller le sous-préfet ou le préfet du coin. On lui demande d'avoir 2 bras, 2 jambes et savoir lire. On lui met un document sous le nez et il le débite tel quel. Donc, il n'intervient à aucun moment. Voici le rôle il n'intervient du préfet, aucun moment. Du sous-préfet et du gouverneur à l'échelon d'une province. Juste lire. La même chose pour le ministre de l'Intérieur. La loi dit qu'on invite le ministre de l'Intérieur. Je dis plutôt qu'on le convoque, parce qu'il ne peut pas refuser. Donc, lorsque la CENAP reçoit l'ensemble des résultats du Gabon et l'étranger pour le cas de l'élection présidentielle, élabore là aussi le procès-verbal de centralisation de l'ensemble des votes, le ministre de l'Intérieur est invité par la CENAP, qui est l'organe national. Là aussi, cette année, le ministre Moumbélé faire la même chose que ses dévanciers. Le jour où il sera invité, on lui donne le document on le met sous le nez, excusez-moi le terme, parce que ce n'est même pas lui qui l'écrit, il le découvre comme tout le monde et il le lit. Si vous avez fait attention, il a été à 2 reprises lire les résultats des élections partielles en 2015 et 2016. Ils sont descendus bras ballants dans le bureau du président et on leur a mis le document dans la salle de la plénière pour les résultats. Donc l'administration, que ça soit clair pour tout le monde, n'intervient de quelque manière que ce soit dans les opérations de vote proprement dite qui relèvent exclusivement de la CENAP. Autant la CENAP est présente, les acteurs politiques, dans la phase pour laquelle le ministère de l'Intérieur est maître du jeu, c'est-à-dire la phase de la procédure électorale, autant le ministère, lui, n'intervient pas dans l'axe 2 qui concerne les opérations de vote proprement dites qui relèvent de la CENAP. Donc, le ministre de l'Intérieur, tout comme le gouverneur, le préfet, le sous-préfet ou les maires qui sont invités à lire les résultats, leur seul job, je vais dire, excusez-moi le terme, c'est de venir lire les résultats que tout le monde a par ailleurs. Donc, il n'est pas possible de tronquer, de fausser les résultats. Parce que... Mesdames et messieurs, vous savez que les acteurs politiques, ils ont les résultats avant même la CENAP, avant le préfet, avant le gouverneur, avant le ministre de l'Intérieur. À travers le procès-verbaux. Et bien sûr, chacun d'eux a des représentants dans tous les bureaux de vote. C'est supposé. Et dans le procès-verbal, on suppose, dont ils sont destinataires chacun, je n'ai pas de représentants. Ils en ont seulement les résultats de leurs candidats, mais aussi les autres.
Donc ils font une compilation dès la fin des opérations électorales. Ils ont les résultats, on va dire, avant que la CENAP, c'est des membres locaux, nous se réunissent. Parce que c'est notre code électoral qui veut que les élections ne soient pas annoncées, les résultats ne soient pas annoncés immédiatement. Pourquoi? Le code électoral décline la procédure de centralisation des résultats pour chacune des commissions, pour chacune des strates. Il faut que la commission communale ou départementale ou d'arrondissement se réunisse. Que ces résultats soient envoyés à la commission provinciale. Là-bas aussi, les commissaires provinciaux, il faut qu'ils se réunissent, élaborent un procès verbal. Ces procès verbaux sont à nouveau envoyés à la CENAP, la phase finale. Là aussi, les membres de la CENAP, majorité de position, doivent se réunir, les ministères techniques, regarder à nouveau tous les votes, élaborer le procès verbal de centralisation de l'ensemble des votes. Pendant ce temps, que pensez-vous? Mais les candidats, tout le monde a les résultats à partir des procès-verbaux qui sont la transcription réelle des opérations de vote dans les bureaux de vote. Monsieur Mata, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a des informations capitales à passer à l'ensemble des Gabonais? Ou des acteurs politiques qui sont engagés dans l'élection qui va arriver? Non, mon rôle à moi, c'est de présenter le processus électoral. Bon, il y a les cas d'électeurs. Là aussi, nos compatriotes, autant pour l'inscription, ils n'y vont qu'au dernier moment, autant pour les cas d'électeurs, j'espère que cette fois-ci, ils n'auront pas de dernier moment. Donc, les cas d'électeurs sont disponibles depuis ce matin, sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Mais pour les communes de Libreville, au Vendo, à Kanda et Ntoum, l'opération commence demain. Vous savez que pour voter, il faut non seulement s'inscrire, mais également disposer de sa carte d'électeur. Donc nous, au 3e arrondissement, on peut déjà aller chercher nos cartes d'électeurs dès demain. Et c'est à l'école urbaine du centre A. Est-ce qu'on peut encore... Dernière question. Monsieur le secrétaire général a déjà donné la dernière information. Voilà. Monsieur le secrétaire général, merci d'avoir accepté cette invitation. On sait que vous êtes quelqu'un de très chargé, donc on va vous laisser aller disposer à vos activités quotidiennes. Et on vous remercie encore d'être venu dans le studio d'Afresh. J'espère que cette émission va donner l'occasion aux uns et aux autres d'être un peu plus édifiés sur le processus électoral, sur les tâches de chaque organe dans ce processus. L'administration, la CENAP et la Cour constitutionnelle qui, elle, s'occupe également de la régularité donc, des inscriptions et de suite. Mais la Cour constitutionnelle, elle est saisie, elle ne peut se prononcer que si elle est saisie. D'accord. Merci. C'était donc le d'Afresh Morning. Notre dernier invité. Merci à Mosley, merci à Ingrid, merci à Gina d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain matin à 7h. Faut dire que le temps est court, mais bon, on va faire comme ça. Bonne journée à vous. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.